Bienvenue dans Numérique, un podcast où l'on parle de la transformation digitale dans l'économie sociale et solidaire, mais aussi de Tech for Good, de start-up à impact et des nouvelles formes d'entrepreneuriat social. Bref, un podcast qui part à la rencontre de ceux qui s'engagent, d'une manière ou d'une autre, pour faire avancer l'intérêt général grâce au numérique. Pour ce 5e épisode de Numérique, nous nous rendons au Luxembourg avec Fabrice Croiseau, le directeur général d'Intech, une entreprise de services numériques. Intech met son expertise des technologies émergentes au service de projets de Tech for Good, à l'image de celui conduit pour l'ONG We Are Not Weapons of War. Fabrice va nous présenter sa vision de la transformation digitale, avant de nous expliquer pourquoi la montée en puissance du numérique impose, selon lui, d'évoluer vers un modèle économique plus social et plus solidaire. Bonne écoute. Fabrice Croiseau, bonjour. Bonjour. Nous nous rencontrons aujourd'hui pour parler d'économie sociale et solidaire et de transformation digitale. Vous êtes Chief Executive Officer de la société Intech. Est-ce que vous voulez bien vous présenter, nous expliquer ce que fait Intech ? Oui, alors déjà merci pour l'invitation à ce podcast. Donc je suis Fabrice Croiseau, effectivement, CEO de Intech. Intech qui est une société de services, une ESN en fait, dans le jargon français, une entreprise de services numériques, une filiale à 100% du groupe Post Luxembourg. Notre métier, c'est le développement d'applications spécifiques. Donc, on ne fait pas de logiciels, on ne vend pas de licence, on n'est pas éditeur de logiciels. Par contre, on va développer des logiciels spécifiques sur base de besoins qui vont être exprimés par des clients. Donc, on est surtout présent ici au Luxembourg dans le secteur financier et également pour le gouvernement luxembourgeois, où on fait notamment le guichet du citoyen, le guichet unique du citoyen, sur lequel tous les citoyens luxembourgeois vont déposer leurs fiches d'impôt, faire leur demande d'inscription aux allocations familiales, etc., etc. Et puis, dans le secteur financier, des applications beaucoup plus classiques. Donc, du développement spécifique et aussi du conseil conseil en transformation digitale, je ne sais pas si c'est ça, mais en tout cas du conseil quant à la meilleure façon d'utiliser les technologies innovantes et émergentes pour faire son métier différemment, et dans différemment, on essaye mieux qu'avant. Donc conseil de ce côté-là, avec un ancrage qui est assez fort technique, puisqu'on est un peu plus de 100 personnes, on est environ 110 personnes aujourd'hui, principalement des codeurs, donc des gens qui codent ou qui ont codé une bonne partie de leur carrière professionnelle. Bien, je comprends que vous êtes des spécialistes de la transformation digitale et du numérique de façon plus générale. Oui, des spécialistes, j'emploierais peut-être pas le mot spécialiste, mais en tout cas, on est baigné dedans et on nage dans ces eaux-là au quotidien. Oui. Avant de rentrer plus dans le domaine qui nous réunit aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous donner la vision que vous avez, vous, du concept de transformation digitale, nous dire ce que ça veut dire pour vous aujourd'hui, comment vous voyez les choses, et nous dire éventuellement s'il y a un avenir qui va être un peu différent de ce qu'on peut connaître aujourd'hui pour cette transformation digitale. Déjà le mot numérique. Pourquoi aujourd'hui le thème de la transformation digitale est présent un peu partout et récurrent? C'est parce que en fait on s'aperçoit que les innovations apportées par le numérique, que je vais pas résumer ici, mais c'est l'hyperconnectivité et la capacité aussi, c'est pour ça qu'on est au cœur de ce métier-là quand même, à avoir du logiciel partout, quasiment partout. On a travaillé avec une société qui mettait du logiciel dans les tapis de moquette pour détecter des chutes dans les hôpitaux, par exemple, alors que c'est bien un endroit où je m'attendais pas à avoir du logiciel, c'est dans les moquettes. Mais bon, on a du logiciel partout. Et ces innovations qui viennent du numérique, en fait, vont permettre à des nouveaux entrants de dépasser des gens qui sont établis là depuis plusieurs décennies, qui ont un business bien établi très très rapidement, et de toucher un nombre de personnes qui est très très important, très très vite. Donc ça, c'est une possibilité pour des gens qui sont pas encore en activité. Ce qui fait que les gens en activité doivent se poser des questions de quid de mon activité dans un monde où je peux être challengé sur mon cœur de métier très très rapidement par quelqu'un dont j'ai jamais entendu parler, que je ne connais pas encore, ou quelqu'un qui est né, qui est en train de naître aujourd'hui, mais qui dans 5 ans va être le leader sur ce marché-là. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui la transformation numérique, transformation digitale est au cœur des préoccupations de tous les chefs d'entreprise, de tout le monde, parce qu'on voit que en fait c'est une vraie menace en fait pour un certain nombre de personnes, et aussi c'est moi je trouve une différence importante par rapport à toutes les évolutions, tous les progrès qu'on a pu voir dans la technologie depuis assez longtemps, c'est que c'est une des premières fois où
les end-users, les consommateurs finaux, utilisent les possibilités du numérique beaucoup plus que les entreprises elles-mêmes. Aujourd'hui, quand on voit, ne serait-ce que dans le domaine de la santé, ce qui est possible de faire en surveillance de soi avec des sociétés comme Nokia qui vient de racheter WeThings, avec des bracelets de cardio-fréquence-mètre, de suivi du sport, etc., en domotique. Un utilisateur final peut faire énormément de choses, va faire du commerce électronique en ligne, faire beaucoup de choses que ne font pas encore les entreprises. Donc en fait, on est aussi dans un monde où on n'a plus besoin d'éduquer nos consommateurs, mais en fait nos consommateurs, en termes d'usage et de nature d'usage, vont plus vite que les fournisseurs de services eux-mêmes. Et donc ils ont accès, de par justement l'émergence de ces nouveaux entrants qui leur ont donné l'accès à ces possibilités du numérique, ils ont accès à ces possibilités-là plus vite que les sociétés bien établies, sans eux, on va dire. Donc la question, c'est comment on rattrape le train. Et ce qu'on remarque, c'est dans beaucoup de secteurs d'activité, la finance en fait partie, les acteurs établis ont plus de mal en fait que des nouveaux entrants, pour tout un tas de raisons réglementaires, qu'ils ont une structure de coûts, etc., qu'ils ont aussi une culture d'entreprise qui est différente, ont plus de mal que des nouveaux entrants en fait à atteindre les consommateurs finaux avec le bon niveau de service. Alors c'est justement, on commence à parler de nouveaux entrants. On pourrait parler de nouvelle économie, de là à débarquer sur le concept d'économie sociale et solidaire. Ça, c'est un mot générique qui regroupe plein de choses. Comment est-ce que vous, Fabrice, vous voyez le lien qui peut exister avec le digital, l'usage du logiciel et une nouvelle forme d'économie, et en particulier ce qu'on met sous l'appellation économie sociale et solidaire aujourd'hui, ou entrepreneuriat engagé, ou quelque chose dans le sens? En fait, donc, encore, bon, je pense que vous avez probablement défini le terme économie sociale et solidaire sous toutes ses coutures par le passé. Maintenant, par économie sociale et solidaire, moi, ce que j'entends, et vous me corrigez si c'est pas l'acceptation ici, c'est un domaine en fait où les échanges se font avec un but premier qui n'est pas économique, en tout cas pour un certain nombre pour les fournisseurs de services. L'objectif n'est pas de faire du chiffre d'affaires et de faire du profit en premier, mais de partager de façon équitable les ressources qui sont à disposition. Alors c'est intéressant parce que d'un côté on voit que le numérique, quand on le met en fait dans l'économie classique, eh bien le numérique plus l'économie classique, ça fait une très forte concentration des richesses, une très forte concentration des pouvoirs. On parle des GAFA, et en fait on voit qu'effectivement aujourd'hui, bon, les sociétés qui ont le plus de capitalisation sont des sociétés qui sont digital natives, et les personnes qui ont été à la tête de sociétés du numérique, que ce soit Bill Gates avec Microsoft ou aujourd'hui c'est Amazon ou Facebook, sont les gens les plus riches du monde, donc aboutit à une concentration des richesses très forte quand on associe digital et économie classique. Ce qui s'explique assez facilement, puisque grâce à l'automatisation et notamment l'automatisation des processus de gestion, ce qui est nouveau avec le numérique, on va en fait faire de plus en plus de tâches sans avoir besoin de ressources, et donc tout le gain qu'on va faire à ce moment-là, il va pouvoir remonter au niveau des actionnaires, ce qui fait que si on automatise tout, eh bien en fait les flux, tout le travail va être produit par une plus petite quantité de personnes, et à partir du moment où la seule rémunération vient par le travail, on peut s'imaginer une situation aberrante où la totalité du travail nécessaire pour faire survivre la population va être produite par une très petite partie, un très petit nombre de personnes qui vont concentrer toute la richesse, et le reste de la population n'aura même plus de quoi profiter de ce qui a été là, parce qu'il y aura plus la redistribution des richesses ne se sera pas faite. Donc, moi j'ai la conviction que le numérique poussé, si on continue en gros à pouvoir profiter au maximum des produits du numérique, on doit passer à un modèle économique qui est différent, où il y a une redistribution des richesses qui se fait de façon différente, ne serait-ce que pour faire en sorte que tout ça survive. Donc effectivement, c'est un nouveau secteur économique dans ce sens où si on veut qu'à un moment donné on puisse encore une fois si on veut que les richesses puissent être redistribuées à un certain nombre de personnes qui les créent, eh bien, il faut aussi, à un moment donné, penser à comment ça redescend.
Et aujourd'hui, les modèles politiques ne sont pas, enfin, on n'a pas encore trouvé entre, là, je ne vais pas faire entre le communisme ou le modèle purement occidental très très capitaliste, on n'a pas trouvé de juste milieu qui redistribue correctement les richesses. Et là, où il y a des échanges intéressants autour de tout ce qui est économie décentralisée, notamment les modèles économiques qui sont promus par les crypto-monnaies sont très intéressants parce que au-delà de l'effet de mode de Bitcoin avec des valorisations qui sont très élevées et qui vont encore dans le sens que j'ai expliqué tout à l'heure, on a avec ces technologies-là des vraies possibilités d'échange de valeurs de façon complètement décentralisée, dans lesquelles où la totalité de la valeur créée ne reviendrait pas dans les mains d'un petit nombre de personnes. Aussi pour quand vous dites que ESS est un nouveau secteur d'économie, c'est marrant parce que on avait les discussions en interne où oui, c'est quoi la différence entre RSE et économie. Est-ce que sur notre site web on met économie sociale et solidaire ou RSE, qu'est-ce qu'on fait comme différence? Donc là on a brainstormé entre nous et on a convenu entre nous que la différence était la RSE, c'était les actions que Intech mettait en place pour contribuer à respecter l'environnement. Et puis, les projets ESS, c'était effectivement un secteur d'activité à part entière dans lequel on avait des projets qui pouvaient se faire sous la forme de bénévolat, d'apport de main-d'œuvre, ou qui peuvent se faire de façon très classique, avec une facturation normale, on va dire, à partir du moment où les contreparties ont des fonds. Donc, on a vraiment fait la différence entre ESS, secteur d'activité, et RSE, action que l'entreprise Intech met en œuvre. D'accord. Et alors concrètement, quel lien fait-on entre l'activité d'Intech et ce domaine de l'économie sociale et solidaire? Comment ça se traduit, soit pour la société Intech, soit pour plus généralement le groupe dans lequel elle s'inscrit? D'un point de vue RSE, tout d'abord, je parlais d'abord au niveau groupe. En fait, le groupe Post Luxembourg est assez proactif au niveau RSE, puisque une démarche RSE qui a été entamée depuis assez longtemps, et cette année pour la première fois, et je crois qu'on est parmi les premières entreprises importantes au Luxembourg à faire ça, on a fait ce qu'on appelle un rapport intégré dans lequel la finance et l'extra-financier sont complètement inclus. Le groupe Post est assez attentif à tout ce qui est RSE, et encore une fois, un peu innovant là-dessus. En ce qui concerne l'économie sociale et solidaire et Intech, nous, le lien est assez important. Pourquoi ? Notre métier, je l'ai dit tout à l'heure, c'est faire du développement spécifique sur des technologies qui sont innovantes et qui sont suffisamment matures pour être vraiment utilisées en production, mais suffisamment émergentes aussi pour pas être encore utilisées chez nos clients habituels. Donc en fait, on va regarder ce qui sort des environnements open source, des GAFA, de Google, d'Amazon, de Facebook. Souvent, on a beaucoup de choses qu'on peut réutiliser pour peu qu'on en ait les compétences directement, parce qu'ils partagent à la communauté. Et c'est aussi de leur intérêt de le faire. Donc on utilise ça, on regarde et puis on essaie de l'exploiter sur des projets concrets. Ce qui fait qu'on a une équipe de 6 personnes dont la vocation au quotidien, en fait, est de faire ça, de regarder quelles sont les technologies, d'acquérir une expertise sur des technologies émergentes et de les confronter à des problématiques réelles pour voir lesquelles sont pertinentes dans nos secteurs d'activité et pour nos clients. Et donc pour les confronter sur des problématiques réelles, on a choisi de systématiquement, en tout cas dans la mesure du possible, d'utiliser des projets ESS pour les confronter, en fait, pour confronter ces technologies-là. C'est-à-dire que plutôt, aussi pour des raisons purement économiques, hein, plutôt que d'aller voir nos clients habituels et d'aller leur proposer de faire des projets avec pro bono ou des projets gratuitement pour expérimenter une technologie, ou d'y allons voir des gens qui ont moins d'argent, qu'on va pouvoir aider pour faire ça. Ce qui fait qu'on a décidé de le faire en priorité. Dans ce contexte, on a par exemple établi un partenariat avec Sherit, qui est l'incubateur social de Station F à Paris, où là, en fait, on suit plusieurs projets, et on a un projet qui a fait, sur lequel il y a eu beaucoup de communication ces derniers temps, qui s'appelle WOW, We Are Not Weapon of War, qui est le projet de Céline Bardet, un procureur international spécialisé dans tout ce qui est crimes de guerre, où là, en fait, on utilise la technologie pour aider à faire reconnaître les viols comme armes de guerre. Et c'est très intéressant parce que, je prends cet exemple-là précis, ça le mérite au moins d'être un cas concret. Il n'est pas évident de faire le lien direct entre le viol de guerre et le numérique. Comment utiliser le numérique pour faire ça? Alors qu'en fait, on s'aperçoit par exemple qu'utiliser un device portable, un téléphone portable, avec un haut niveau de sécurité pour enregistrer des témoignages sur le terrain, faire en sorte d'arriver à mettre ensemble tous ces témoignages, à voir que
sur une zone géographique donnée, dans une période de temps restreinte, on a un certain nombre d'actes qui sont concomitants et qui font qu'on peut reconnaître ceci comme un crime de guerre. Sans la technologie, c'est très difficile, parce que si on écrit sur des témoignages sur papier, il faut arriver à faire en sorte de montrer qu'ils ont été, à détecter que c'est dans la même période de temps pour des natures d'actes qui sont communs. Le faire ça à la main, c'est quasiment impossible, alors que le faire avec la technologie, c'est possible. Et aussi, on s'aperçoit, par exemple, qu'il est beaucoup moins difficile pour des personnes qui ont subi un viol dans des villages de s'adresser à un ordinateur que de s'adresser à une personne. Parce que c'est plus impersonnel, il y a moins de réticence. C'est beaucoup plus facile que de faire venir des gens dans l'habitation de la personne, de montrer aux yeux de tous les autres gens du village que ah oui, des médecins sont venus, ou que je me suis rendu dans un centre pour faire un témoignage. Ça commence à me mettre la suspicion sur une personne, et donc c'est compliqué. Donc l'aspect impersonnel de la communication avec une machine aide. Et ensuite, le dernier volet, c'est la constitution des preuves qui vont être utilisées souvent au bout de plusieurs années auprès du tribunal international de La Haye pour être reconnu et accepté en tant que preuve. Là aussi, évidemment, les avocats des parties adverses vont essayer de montrer que ce sont des choses qui ont été falsifiées etc. Grâce à la technologie, on peut prouver que non, c'est l'enregistrement initial qui a été fait à telle date, telle heure, avec des signatures, avec tout un tas de choses. On peut prouver que ça n'a pas été altéré depuis, en le stockant chez des tiers de confiance, par exemple. Donc ça, c'est un exemple bien concret sur lequel on travaille. Ensuite, on travaille avec Médecins du Monde sur le dossier médical des personnes qui sont dans la rue, en fait, des gens qui sont pas assurés sociaux, mais qui ont quand même besoin d'un dossier médical, parce que il faut, quand on a fait un acte sur quelqu'un, qu'on le retrouve ailleurs, il faut être capable de faire le lien entre les actes qui ont été faits. On travaille aussi avec un autre projet qui s'appelle HAND, Hacker Against National Disaster, où là, en fait, ce sont des personnes qui vont poser des objets, donc des capteurs de mesure très bas coût dans des zones reculées dans le monde, pour, en cas de catastrophe naturelle, pouvoir le plus vite possible mesurer l'ampleur des détails, des désastres, mesurer les zones où il y a le plus de problèmes, aller secourir, etc., etc. Donc voilà, quelques projets sur lesquels on collabore, et puis je pense que j'en oublie quelques-uns. Mais le SS, c'est vraiment un secteur d'activité important pour nous. Alors pas en chiffre d'affaires, évidemment, mais en termes aussi c'est important pour donner du sens à notre action, aussi bien au niveau des collaborateurs qu'au niveau des clients. On a même un certain nombre d'idées que j'exposerai pas là, mais sur lesquelles on pourra éventuellement rééchanger une autre fois, pour aller encore un pas plus loin, en fait, dans la capacité à mobiliser des ressources pour donner du sens à notre action dans le monde professionnel et économique. Merci, c'est la description de projet qui possède un impact significatif. Je comprends que vous utilisez à la fois les ressources informatiques et les ressources humaines au sens matière grise pour aider l'économie sociale et solidaire de façon générale à se transformer et à passer à l'échelle. Qu'est-ce que vous, Intech, vous en tirez en contrepartie ? Déjà, la satisfaction de contribuer en fait à ces projets-là. C'est une satisfaction quand on voit que les gens avec qui on travaille reçoivent des prix, réussissent et réussissent leur projet. C'est une vraie satisfaction. Nous, en fait, on est, alors c'est pas mesurable directement, mais ce qu'on remarque, c'est que chez les jeunes générations, il est important. Le travail, en fait, n'est plus que alimentaire. Et le sens du travail est vraiment important. Et de savoir qu'on travaille dans une entreprise qui consacre une partie de ses ressources à ce type de projet, qui donne aussi la possibilité aux collaborateurs à s'impliquer sur ce type de projet, c'est important. Et ça permet à la fois de fidéliser les collaborateurs et puis d'en attirer certains qui peut-être, au moment où ils se disent tiens, bon, à la fin je vais faire du développement sur des technologies qui sont quand même à peu près les mêmes, parce qu'on n'est pas labo de recherche, on va inventer des technologies complètement différentes du reste, sur à peu près les mêmes technologies, avec à peu près à peu près le même environnement, avoir la possibilité, à un moment ou l'autre, de travailler sur des projets différents, c'est important. Donc c'est donner du sens à l'action d'aujourd'hui. Et aussi, moi j'ai personnellement la conviction, partagée avec d'autres personnes de l'entreprise, que ce secteur va être un secteur d'activité à part entière, avec des modèles de flux financiers qui vont être différents des modèles
modèles d'aujourd'hui, qui sont inventés complètement d'ailleurs, qui sont complètement inventés, et on a envie d'y contribuer, on a envie d'être acteur et pas seulement spectateur de cette redistribution des cartes, de cette redéfinition des modèles économiques. Et c'est pour ça aussi que sur un sujet qui au départ est technique, qui parle beaucoup en termes d'économie sociale et solidaire, la blockchain, on est très actif sur les sujets de blockchain qui permettent de décentraliser les échanges de valeurs et donc qui permettent de mettre en relation directement, sans banque, sans intermédiaire de confiance, les deux extrémités d'une chaîne d'échange de prestations de biens de services. C'est ce qui fait que quand on parle d'économie circulaire, utiliser des technologies comme le blockchain fait beaucoup de sens. Même si aujourd'hui c'est pas encore en place, beaucoup de choses sont encore à définir de ce côté-là. Et là aussi, on travaille sur ces sujets. C'est un discours très positif et plein d'avenir, sans vous vouloir voler la conclusion. Est-ce que pour vous, le lien entre le digital et l'ESS est spécifique? Est-ce que c'est quelque chose de différent de ce qu'on peut connaître dans d'autres domaines? Et si vous aviez quelque chose que vous souhaitiez nous faire retenir de cet entretien, quel serait cet élément? Alors c'est à la fois, il y a des aspects qui sont pas spécifiques, puisque ce sont les mêmes technologies qui sont utilisées dans d'autres secteurs d'activité qui vont être utilisées. Donc la valeur court terme apportée par les technologies individuellement, elle va être à peu près la même sur des projets à caractère ESS qu'à d'autres caractères, et notamment arriver à faire plus avec de façon plus optimisée, donc avec moins de budget. Et dans le domaine de l'ESS, on est encore plus attentif au budget qu'ailleurs, parce que souvent on n'en a pas. Ensuite, moi j'ai quand même la conviction que comme je le disais un peu au départ, le fait qu'on ait de plus en plus de numérique partout va faire grandir le secteur de l'ESS, parce que il va falloir redéfinir les flux économiques de façon assez profonde et s'inspirer de ce qui peut exister à des endroits où il n'y a pas du tout de numérique, peut-être, et où, en fait, parce qu'il n'y a pas du tout d'argent non plus. Parce que il faut de l'argent au départ pour faire du numérique, et une fois qu'on a beaucoup de numérique, on a besoin de beaucoup moins d'argent pour produire à peu près la même chose. Donc il faut en fait passer sur arriver à un moment donné où on arrivera sur cette bascule où les choses sont en place, sont rentabilisées, et où il faut qu'on se pose la question d'après, c'est maintenant qu'on est capable, encore une fois, de produire les biens nécessaires pour un coût marginal, quels sont les modèles économiques derrière ça? Comment on travaille, en fait, à partir du moment où, en grande partie grâce à la technologie, grâce au numérique, on arrive à produire les biens nécessaires pour un coût marginal? Comment on travaille? Comment on partage la valeur? Comment on partage... est-ce que ne serait des questions comme est-ce que la monnaie a encore autant de sens qu'aujourd'hui? C'est des questions qui sont plus philosophiques qu'autre chose, mais qui sont très intéressantes. Et moi, je pense que le lien entre numérique et ESS est très fort, et c'est le numérique qui va permettre de générer un nouveau modèle social qui va être forcément solidaire. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on associe économie sociale et solidaire, et c'est un peu, tout de suite, on dit caritatif. Allez, c'est quasiment aider les pauvres gens qui n'ont pas les moyens d'avoir la même chose que nous. Je pense que la question, elle est plus profonde que ça. C'est que le solidaire va être nécessaire à un moment donné, même si aujourd'hui on peut estimer que pour des raisons plus morales qu'autre chose, c'est nécessaire. Aujourd'hui, c'est que moral, c'est pas encore économique, mais bientôt, ça va être aussi nécessaire pour des raisons économiques. Et le lien entre l'ESS ne pourra plus se faire sans numérique, et le numérique ne pourra pas continuer à se développer sans un nouveau modèle social et solidaire. Alors, ça va prendre peut-être quelques années, mais moi, j'ai cette conviction-là, ce qui nous motive encore plus à être actifs dans ce secteur d'activité. Fabrice Croizeau, merci beaucoup pour cette interview très claire, cette conclusion. Merci encore. Merci Christophe pour cette interview, et puis n'hésitez pas à consulter notre site internet www.intech.lu. Merci. Pour en savoir plus sur Intech et les projets évoqués dans cet épisode, rendez-vous sur notre site web numérique au pluriel et avec un deuxième S comme dans ess.squarespace.com. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous y abonner sur SoundCloud, iTunes et YouTube. N'hésitez pas à le liker et à le partager, à en parler autour de vous ou à nous envoyer vos commentaires. À bientôt!